Bienvenue dans cette nouvelle collection des causeries des handicaps. Alors, pour ce premier épisode intitulé L'Université de la Réunion face à l'inclusion de ses personnels, nous recevons aujourd'hui Monsieur Lichelet, qui est chef de la mission à l'intégration des personnels handicapés. Monsieur Lichelet relève à la fois du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que du ministère des Sports et des Jeux olympiques et para-olympiques. Il est également membre du comité national du FIPHFP, dont il nous parlera tout à l'heure. Alors, Monsieur Lichelet, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ces propos de liminaire de la première partie. Je vous laisse donc introduire et puis j'aurai certainement quelques questions à vous poser. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, Madame Ducré. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tout particulièrement et chaleureusement pour cette invitation donc, aux causeries et donc sur cette première séance concernant les thématiques des handicaps. Nous y reviendrons. Alors, comme vous l'avez très bien dit, donc je suis responsable de la mission à l'intégration des personnels handicapés, avec cette grande chance d'être sur 3 ministères. Donc, vous avez annoncé les périmètres, mais donc, ces périmètres ont une cohérence. Ils constitue la sphère éducative dans son ensemble, associée à la jeunesse et au sport, donc ce qui a une cohérence, et aussi une certaine correspondance dans les problématiques liées au handicap. Nous y reviendrons. Vous l'avez dit aussi, donc je suis membre du comité national du FIPHFP. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le fonds à l'intégration des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, donc côté employeur public. Il y a l'AGFIP pour les employeurs privés, nous y reviendrons. Et donc, c'est l'instance qui, en partie, oriente la politique handicap d'inclusion des personnels. Donc, la MIPH, en quelques mots, c'est une mission de 5 personnes. Donc, l'équipe n'est pas très étoffée, mais une animation de pilotage et de réseau au niveau national sur ces 3 ministères, avec un réseau de correspondants handicap. Nous verrons à quoi ils correspondent. Alors, avant de venir, je m'étais renseigné, bien sûr, sur l'Université de la Réunion, et je vais mettre un focus très rapide sur quelques chiffres qui sont importants et qui montrent aussi les raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, pourquoi j'ai répondu tout à fait favorablement à votre demande. L'Université de la Réunion, bien, elle a 40 ans d'âge, donc c'est une jeune université, et donc un jeune employeur public, mais avec plusieurs sites universitaires. J'en ai compté 7, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est exact. Donc il y a un maillage territorial qui est très, très intéressant, important. Nous avons donc bien sûr beaucoup d'étudiants, 19 200 étudiants. J'ai noté plus 20% en 4 ans. Dont 300 étudiants depuis le Covid, voilà, tout à fait. 300 étudiants en situation de handicap. Et là, on est côté personnel. Donc, nous avons aussi, face à ces étudiants, 1500 personnels de l'université. Et donc, à peu près, rapporté au taux d'emploi, ça correspond à entre 55 et 60 personnes. J'ai fait un calcul, qui m'est propre, mais je pense pas me tromper. Nous constatons, phénomène très intéressant, une augmentation du taux d'emploi, qui est importante depuis 2 ans. Vous étiez à 1,41% de taux d'emploi en 2020. Vous êtes passé à 3,80% en 2 ans. Oui. Donc ce phénomène-là, il est tout à fait intéressant. Et vous avez créé une direction spécifique. Alors, je ne sais pas si elle a été créée très récemment. C'est une politique du président. C'est une politique du président. Voilà. Donc, le portage politique, nous y reviendrons du coup. Donc la direction qualité de vie, égalité et handicap. Et donc les termes ont un sens et donc nous y reviendrons. Alors cette configuration-là, elle est très intéressante tant par l'organisation, tant par la position de l'université donc dans l'océan Indien et donc en tant que établissement dans une région ultra périphérique, il y a forcément des incidences. Et quant aux résultats, on a vu donc le taux d'emploi qui n'est pas le seul indicateur, mais que nous observons bien sûr. Et donc c'est un établissement qui nous intéresse particulièrement et que nous suivons de près avec le correspondant handicap et vous-même. Vous êtes venu plusieurs fois à Paris nous rencontrer et je vous en remercie. Et nous assistons, moi je pense vraiment à la naissance d'un pôle d'excellence en termes de politique handicap d'inclusion et je tenais à le dire. Donc ces causeries en sont le signe. Elles montrent et je tiens à le signaler, en tout cas vu de l'extérieur, et je ne pense pas me tromper, une volonté politique sans faille de mener une réflexion sur le sujet.
en partant des personnes, j'ai bien compris suite à nos échanges. Et donc tout ça, c'est en lien aussi avec la loi de transformation de la fonction publique. Nous sommes vraiment en phase avec les orientations politiques, voilà, toutes tendances confondues. Bien, je vous remercie. Alors, je suis tentée de vous poser une première question. Lorsque l'on parle du handicap, est-ce que l'on parle d'une notion qui est unifiée au regard de la diversité des situations que recouvre le handicap? Et par ailleurs, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus comment a évolué au fond cette notion dans le temps? Ouais. Alors ça, c'est une question effectivement qui est importante et je pense que c'est bien de la poser vraiment en introduction de ces causeries handicap. On dit le handicap. Voilà. Et là, c'est pas qu'une question sémantique, parce que le singulier a tendance, c'est toujours le cas, mais a tendance à banaliser finalement l'extrême diversité des situations que nous rencontrons, alors même que beaucoup de situations rencontrées nécessitent une étude au cas par cas. Donc l'image, je dirais, ancrée dans nos mentalités, c'est celle du logo de la place handicapée, où on voit une personne dans un fauteuil roulant. Voilà. Et donc il y a une sorte d'association qui se fait jour, qu'on comprend d'ailleurs dans l'histoire du handicap, de handicap lié au handicap physique, et toute personne serait une personne en fauteuil. Voilà. Donc je caricature bien évidemment, mais je pense que dans certains cas, on n'en est pas loin. Or, il existe, comme vous le savez, différents types de handicap et justement, la difficulté a été de définir les différentes typologies de handicap. Et il faut savoir, et je crois que ça c'est un élément important, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Or, il n'y avait pas de notion juridique du handicap jusqu'à un moment assez récent finalement, jusqu'à 2005. Et c'est la loi du 11 février 2005 qui donne pour la première fois une définition. Alors ça peut paraître loin, mais en fait, au niveau de la politique handicap et de sa naissance, c'est quand même jeune comme date. Voilà. Et donc on voit qu'il y a eu une objectivation du cadre de cette politique par la loi. Et donc ce cadre étant posé, eh bien, il y a eu des études qui ont été menées, donc je suis très heureux d'être en plus dans un cadre universitaire et sensibilisé au sujet, puisqu'on voit bien qu'à travers ces études menées depuis 2005, dans le cadre aussi donc de l'AGFIP et du FIP, donc de ces instances qui orientent la politique handicap, qui ont été toujours aussi à l'initiative aussi de certaines études, eh bien, elles suivent ce cadre. Et donc, je voudrais simplement dire deux choses qui me paraissent fondamentales. Je veux pas nous sommes dans des causeries, donc le cadre est quand même assez libre et je veux pas vous immerger dans une série d'études, mais voilà, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Voilà, 80% des handicaps sont invisibles. C'est juste. Et la plupart des handicaps apparaissent au cours de la vie. Donc, ce sont deux choses qu'il faut bien avoir en tête quand on parle des handicaps. Et donc, ça veut dire que la plupart des handicaps rencontrés ne sont pas d'ordre physique. Ils sont d'un autre ordre. Donc on va y revenir. Et la plupart des handicaps ne sont pas de naissance. Ce qui fait que, et là je rejoins, alors là je reprends ma casquette de chef de la mission à l'intégration des personnes handicapées. Vous savez qu'il y a un logo au sein de ces trois ministères qui est le handicap tous concernés. Ça nécessite une explicitation rapide. Finalement, le handicap est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Non pas que nous soyons tous en situation de handicap, non pas que nous ayons tous vocation à devenir en situation de handicap à un moment donné, mais c'est possible. Et au-delà de la personne en situation de handicap, il faut penser que nous sommes, quelles que soient nos fonctions occupées dans ce cadre du travail, de l'organisation du travail, nous serons tous amenés un jour à être confrontés au handicap. Soit que nous le soyons dans le collectif de travail, avec un collègue, soit que, en tant qu'encadrant, si nous le sommes, eh bien, nous ayons à encadrer des personnes en situation de handicap, et c'est là que la notion de typologie va donner des clés de compréhension qui sont fondamentales, soit que nous soyons nous-mêmes en situation de handicap. Voilà, donc handicap, tous concernés, je trouve que le logo est intéressant. Voilà, et donc pour conclure sur cette première question que je vous remercie de m'avoir posée, voilà, on voit bien que le handicap, les handicaps, sont une notion juridique désormais objectivée,
avec différentes typologies de handicap qui montrent une très grande diversité des situations. Et ça, c'est une évolution majeure, notamment depuis 2005, avec un cadre, voilà, et qui a permis aussi d'amener des travaux, notamment des travaux universitaires, plus approfondis, je dirais une meilleure compréhension via ces différentes typologies de handicap qui ont pu être étudiées voilà, spécifiquement avec une granularité beaucoup plus précise et donc, en conséquence, une réponse institutionnelle mieux adaptée. Et donc l'Université de La Réunion en est le signe. Je vous remercie. Donc, vous avez ainsi clarifié au fond le titre de notre collection, notamment la nuance entre le handicap et les handicaps. Et je vous remercie en tout cas d'avoir éclairé ce point. Alors évidemment, nous voyons bien dans vos propos l'importance de rendre cette notion au fond objective et de dépasser tout ce cadre plutôt subjectif sur lequel nous nous arrêtons trop souvent. Alors justement, pourriez-vous, en tant que chef de cette mission, nous présenter le cadre légal du handicap et notamment du point de vue des ressources humaines, particulièrement dans le monde du travail et peut-être affiner un peu plus par rapport au monde du travail qu'est la fonction publique plus précisément. Oui. Alors, vous l'avez très bien dit, hein, le terme juridique, hein, l'objectivation des situations permet justement de dépasser les subjectivités. Voilà. Et donc, le handicap recouvre des notions qui sont très précises, qu'il faut savoir identifier. Tout le monde n'est pas en situation de handicap. Voilà. Et donc, il faut bien parvenir à identifier finalement le point de bascule. Hein, le moment où la personne peut être considérée comme étant en situation de handicap. Alors, le droit est une aide, évidemment. Alors, je vais pas. Alors, ce sont des causeries aussi limitées dans le temps, donc je ne vais pas parler des textes internationaux, mais je vais vraiment m'intéresser au cadre français. Alors, vous avez 3 lois hein, qui sont vraiment fondamentales. Vous avez donc la loi du 30 juin 1975. Voilà, qui elle, marque un passage de l'assistance à la solidarité nationale. Donc avec la création des cotorep, hein, qui n'existent plus, notamment, mais voilà, qui montre vraiment une approche solidaire, nationale, et donc, je dirais, systématique sur le territoire. Donc ça, c'est très important. La deuxième loi, c'est la loi du 10 juillet 1987, voilà, qui, elle, est plus orienté justement sur le monde du travail, donc il nous concerne directement aujourd'hui, et qui affirme l'insertion par le travail au regard du secteur de l'insertion par l'activité économique et la mise en place d'un secteur aussi spécifique, le secteur du travail protégé et adapté. Donc le SIAE, le STPA, voilà, qui sont des secteurs qui se mettent en place et qui partent d'un postulat hein, qui est que la personne en situation de handicap, eh bien, elle peut tout à fait travailler dans le monde du travail et elle peut s'insérer et s'épanouir. Et vous avez la troisième loi, qui est la loi, je dirais, vraiment fondamentale et presque de rupture, on pourrait dire, qui est la loi du 11 février 2005, qui, elle, donc du coup, ne parle pas uniquement de solidarité nationale, pas uniquement du monde du travail, mais qui envisage la personne dans sa globalité. Et donc, elle insiste sur le statut de la personne en situation de handicap. Du coup, c'est là que le terme apparaît, à ma connaissance. Voilà. Et on verra ce qu'il recouvre hein, dans la définition juridique, justement, et qui affirme, du coup, le libre choix du projet de vie et la participation à la vie sociale dans toutes ses composantes. Et donc c'est bien une loi globale qui est fondamentale. 2 principes sont alors affirmés très clairement. Le respect de la volonté de la personne, la volonté libre, et du coup le respect de son autonomie. Oui. Voilà. Et on ne peut pas comprendre les politiques handicap d'inclusion des personnels que nous construisons aujourd'hui voilà, sans avoir en tête ces 2 principes donc de la volonté libre et de l'autonomie. Voilà. Et donc je vais vous lire cette fois cette définition juridique, voilà, que je ne connais pas par cœur, mais voilà, qui est parce qu'elle est complexe justement, et je crois qu'il faut vraiment la lire. Elle est vraiment, le texte est clair. Hein. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité
ou restriction de participation à la vie en société, Oui. subi dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà. Alors, c'est dense, mais je crois que c'est important de bien lire le texte, de revenir au texte. Voilà. Et donc, finalement, ce qu'il faut retenir de cette définition, de manière un peu plus légère, du coup, par rapport à ces causeries, c'est que, finalement, le handicap, c'est quoi? Les handicaps, que sont-ils? Eh bien, ils constituent déjà une limitation d'activité. C'est une limitation d'activité, et donc, on sépare bien le handicap de la personne. D'où l'expression « personne en situation de handicap ». Cette limitation, voilà, elle est donc subie dans l'environnement, Oui. dans son environnement de travail en l'occurrence. Donc cette limitation, vous verrez qu'elle est appréciée in concreto. Donc on est dans des notions juridiques, les juristes adorent le latin, in concreto, donc de manière concrète. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'automaticité dans les réponses qui sont apportées. La cause du handicap ou des handicaps, elle doit être substantielle. Voilà. Cette cause substantielle, il y a un autre critère. Elle doit être ou bien durable, donc s'exprimer longtemps dans le temps, ou voire définitive. Et nous voyons apparaître maintenant des reconnaissances administratives à titre définitif du handicap. Donc ça, c'est très important. Et là, ensuite, on arrive justement au handicap au pluriel. Les fonctions concernées, elles sont de l'ordre de 5 typologies. C'est ce que vous avez indiqué. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique. On finit sur le psychique. Et donc, il y a toute une gradation dans l'étude des handicaps en général. On a commencé de manière, je dirais, logique par le handicap physique, hein, du fait de l'histoire de cette politique. Hein. Au départ, c'est surtout les grands invalides de guerre qui sont concernés. Voilà. Et au fur et à mesure, on rentre dans une définition qui est beaucoup plus globale et qui concerne beaucoup plus les personnes en société en général. À côté de ces typologies, nous avons donc les polyhandicaps. Le handicap peut être multiple, voire des handicaps peuvent être causés par un handicap originaire. Donc il y a une complexité de la situation, il faut bien le dire. Et nous avons ce qu'on appelle les troubles de santé invalidants. Ça correspond la plupart du temps à des maladies évolutives. Ça, c'est important parce que du coup, on voit que le législateur en 2005, il a voulu faire du handicap une notion large, voilà, et qui va s'enrichir dans le temps en fonction des travaux et donc en fonction de la maturité. C'est comme si le législateur initialement avait accompagné la maturité acquise dans le temps sur les handicaps. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Et voilà. Et donc, je disais, ce qu'on soit bien s'énonce clairement. Là, nous avons une définition du handicap en bonne et due forme qui est claire, mais qu'il faut savoir interpréter. Voilà. Et donc, à côté de cette loi, nous avons du coup des mécanismes qui se mettent en place. Pourquoi? Parce que cette loi, finalement, elle est très belle. Hein, c'est une loi de rupture, elle affirme des droits. Mais il faut quand même aménager un passage de droit affirmé et donc formel à la réalité des droits. Et donc là, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place avec cette loi, qui constitue le cadre encore aujourd'hui d'activité de cette politique handicap. D'abord, la reconnaissance administrative. Elle existait avant, mais donc du coup, voilà, pour être reconnu en situation de handicap, travailleur handicapé, eh bien, il faut une reconnaissance de ses droits. Et donc là, je renvoie à un article du Code du travail, hein, c'est l'article L5212-13, L5212-13, voilà, qui liste du coup les différentes catégories de reconnaissance. La plus connue, c'est la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà, ces reconnaissances, elles sont faites souvent par la MDPH, pas être trop technique, mais c'est les maisons départementales des personnes handicapées. Voilà. Même si la RQTH est prépondérante, environ 80% des reconnaissances administratives, c'est pas la seule reconnaissance. Et donc voilà, il ne faut pas se limiter dans ces reconnaissances parce qu'elles sont plus larges et il faut embrasser, je dirais, l'entier périmètre qui nous est offert par la loi. Donc ça, c'est le premier point sur les mécanismes. Le deuxième point, j'en ai parlé en introduction, c'est la mise en place de fonds. Hein, l'AGFIP pour les employeurs privés qui existe depuis 1987. Et puis le FIPHFP,
effectivement, qui existent du coup pour les employeurs publics. Et donc le signal, il est fort par le législateur à ce moment-là, c'est de dire que finalement, employeur privé ou employeur public, ce sont les mêmes obligations. On est au cœur de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà. Et donc, on voit que à travers donc, cette obligation, donc, nous avons ces deux entités, donc AGFIP et FIP, qui orientent la politique handicap et qui vérifient la mise en œuvre de cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il faut savoir que chaque employeur doit réaliser une déclaration annuelle qui peut être vérifiée par l'AGFIP ou par le FIP en fonction de la nature de l'employeur. Donc, l'Université de La Réunion peut très bien. Alors, elle a une convention de partenariat depuis récemment avec le FIP-HFP. Voilà, donc ça, c'est dans le cadre partenarial et de la volonté de développer cette politique. Donc, il y a une volonté politique forte. Nous avons signé en avril 2020. En avril 2020, voilà, donc ça reste récent et vous avez signé ça très rapidement. La première convention, effectivement, qu'a passée l'université, puisque jusqu'à présent, ça n'existait pas. Et oui, voilà, tout à fait, c'est la première. Et j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, que c'était l'une des premières, voire la première, sur l'île de la Réunion. Oui, il me semble. En tout cas, il y en a eu peut-être d'autres, mais pour notre université, en tout cas, c'est la première fois, effectivement, que nous lançons cette convention. Voilà. Et nous sommes parmi les premières universités, enfin, il doit y en avoir quelques-unes également en métropole, mais en tout cas, nous sommes les 5, 6e peut-être universités à lancer une convention avec le FIP. Voilà. Alors d'un point de vue symbolique, c'est vrai que c'est très important. Et puis d'un point de vue politique aussi, on voit que le portage il est fondamental. Et donc cette convention de partenariat, c'est vraiment un signal fort qui est donné au personnel et puis également sur un territoire pour l'affirmation du développement de cette politique dans le cadre du FIP-HFP. Donc ça, c'est le FIP dans sa dimension partenariale. Et puis après, vous avez le FIP, c'est moins sympathique, dans sa dimension contrôle, qui peut éventuellement contrôler la déclaration annuelle qui est faite par tout employeur public, et donc l'Université de La Réunion y compris. Voilà. Un autre mécanisme qui est important dans cette loi, c'est le droit à compensation, qui est lié du coup aussi au droit de toute personne en situation de handicap d'être accompagnée par son employeur en vue d'être maintenu dans son emploi. Donc là, je fais référence à l'article L131-8 du Code général de la fonction publique, le CGFP. Voilà. Et donc ce droit à compensation, finalement, il montre l'obligation de l'employeur d'analyser chaque situation in concreto, donc au cas par cas, de toute personne qu'il aurait identifiée. Alors en général, c'est évidemment des personnes qui se sont déclarées en situation de handicap, mais toute personne accompagnée n'est pas forcément déclarée, puisqu'il y a aussi, je parlais de la notion de volonté de la personne, il y a tout un travail de la personne sur elle-même pour aussi accepter la situation dans laquelle elle se trouve, dans laquelle elle ne s'est pas toujours trouvée. On sait que tous les handicaps ne sont pas de naissance, loin de là. Et donc, toute personne qui rencontre des difficultés, qu'elles soient d'ordre aussi de santé, par exemple, rentre dans le cadre de cet accompagnement en vue d'être identifiée comme entrant dans la politique handicap, et donc avoir ce statut plus protecteur de la personne. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit toute la diversité des approches à travers cette loi. On voit donc une réaffirmation du taux d'emploi. Donc, chaque employeur public, je me place au niveau public, doit à l'obligation d'employer un certain pourcentage de personnes en situation de handicap. Le pourcentage, il est à 6% aujourd'hui, il peut évoluer plus tard. Voilà. Il y a une obligation donc du coup de recrutement aussi, de recrutement au regard des compétences, toujours, et non jamais au regard du handicap. Ça, c'est très important. Et donc, l'obligation, je dirais vraiment centrale, c'est l'obligation de maintien dans l'emploi, puisque je vous disais tout à l'heure que la plupart des handicaps apparaissent dans le temps, et donc ils peuvent se déclarer une fois la personne en poste. Voilà. Donc c'est toute la notion de maintien dans l'emploi. Je ne rentre pas dedans, il y aura d'autres causeries qui permettront sans doute d'étudier le sujet, mais voilà, c'est ce maintien dans l'emploi qui peut basculer en maintien en emploi à travers des dispositifs de période de préparation à un reclassement éventuel, de reclassement et finalement de nouvelle vie professionnelle de l'agent. Et donc derrière tout ça, c'est bien la notion de parcours professionnel qui est affirmée. Et vous voyez que votre approche par l'accompagnement des personnes, elle est tout à fait dans la veine des textes qui sont récents,
Oui. notamment la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019, qui insiste sur la notion de parcours professionnel. Alors, plusieurs remarques, je ne sais pas si j'ai encore le temps, Si, vous j'ai encore disposez quelques encore de minutes. 5 minutes. Voilà. Alors, je vais les employer. Voilà, donc j'ai plusieurs remarques. Elles sont de trois ordres, et puis j'en terminerai là. D'abord, par rapport au droit à compensation, c'est très important Oui, de dire aux c'est personnes juste. qui nous écoutent, oui, tout à fait. qu'il ne s'agit pas non plus d'un droit absolu. Oui, Voilà. Et que tout handicap ne peut pas être forcément compensé. Voilà. Et donc ce droit à compensation, il rencontre une limite juridique qui est celui de l'aménagement raisonnable, dit-on. Donc, voilà. Donc là, l'aménagement raisonnable, qui est encore une notion juridique à construire, qui, voilà, le oui, c'est curseur intéressant, oui. n'est pas encore totalement établi, mais voilà, l'idée c'est que finalement, il n'y a pas que les droits de la personne, il faut prendre en compte aussi les droits de la personne morale, employeur public. Tout à fait. Et tout n'est pas forcément possible. Par contre, l'accompagnement, lui, il est indispensable. Oui. Et donc la réponse à l'absence de droit absolu, c'est l'accompagnement par l'employeur public pour essayer de trouver des solutions. L'autre point, c'est que l'absence de respect du droit à compensation ou l'absence de volonté d'aborder in concreto les sujets, lui, est constitutif d'une discrimination. Voilà. Donc le terme de discrimination, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce qu'on est à côté Oui. de la politique handicap, même s'il y a des porosités. Voilà. Mais il implique le droit pour la personne vraiment de faire valoir les droits. Je vous parlais tout à l'heure de la réalité des droits, du dépassement du cadre formel. Eh bien, en tant que discrimination, la personne a le droit, en tant que subissant une discrimination, la personne a le droit d'ester en justice. Et ça, c'est important. Vous avez le défenseur des droits. Pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, vous avez une médiatrice spécifique, la médiatrice de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Voilà. Et vous voyez que derrière tout ça, l'enjeu, c'est bien celui des limites juridiques que nous pouvons atteindre ou pas. Et je finirai du coup sur le troisième point, qui est celui de la démarche actuelle que beaucoup d'établissements ont. Le ministère l'a eu également récemment, à travers les démarches de labellisation, égalité et diversité. Voilà. Le handicap fait partie de la diversité. Tout à fait. Voilà. Et donc, au fond, cette démarche, elle est très intéressante parce que elle montre déjà une volonté pour l'employeur, pour les employeurs, de rentrer dans une démarche d'exemplarité à travers le respect de leurs obligations, qui sont des obligations, il faut bien l'affirmer, qui sont des obligations complexes à mettre en œuvre. Et donc, ce qui compte, c'est, en toute transparence, la volonté de la personne publique de mettre en place ces dispositifs, et d'accompagner la personne. Cette démarche de labellisation, elle montre aussi, finalement, au-delà du respect des obligations, une démarche volontariste de l'employeur. Et c'est là qu'il est bienvenu d'objectiver le cadre, pour bien montrer que, malheureusement, je voudrais le faire moi, en tant que responsable d'une mission handicap, mais c'est très difficile. On ne peut pas répondre à toutes les demandes, en tout cas dans toute leur étendue. Voilà. Et donc, voilà, l'intérêt des personnes comprend aussi donc l'intérêt de l'employeur. Je finirai sur vraiment deux exemples qui sont, pour être très très concret par rapport à ça, et je terminerai là. J'ai parfois des demandes de double aménagement de poste sur site et au niveau des domiciles. Ça n'est pas toujours possible. Pourquoi ? Parce que nous sommes aussi dans l'égalité de traitement. Et donc, ce que nous admettons pour une personne, il faut, pour une personne qui est à peu près dans une situation identique, pouvoir le mettre en place. Et ça n'est pas toujours possible d'un point de vue d'ordre financier, tout simplement. Voilà. Un autre exemple, nous avons, alors là je parle pour l'éducation nationale, nous avons des dispositifs spécifiques, par exemple d'allègement de services. Ces allègements de services sont constitutifs d'un dispositif d'accompagnement des personnes, mais à titre transitoire. C'est-à-dire qu'on accompagne la personne d'un état vers un autre. Voilà. Ou bien vers un retour à ses fonctions initiales parce qu'elle a rencontré des difficultés de santé durables mais non définitives et qu'elle a réussi du coup à dépasser cette situation, ou alors si la situation est indépassable, voilà, et ça c'est un fait, ça arrive, et bien la personne doit construire un nouveau projet professionnel et l'employeur du coup doit l'accompagner dans dans ce cadre. Voilà. Donc c'est là que la notion du coup du cadre est importante et nécessite d'être
préciser. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé sur toutes ces notions qui nous interpellent bien souvent et pour lesquelles on n'a pas forcément toujours une réponse à apporter. Donc, je vous remercie pour ces propos liminaires et puis nous devrions nous retrouver très bientôt pour poursuivre, en tout cas, pour une seconde partie.